Nous allons pouvoir commencer notre webconférence, comment définir une offre claire et ce que je propose, ce que je maîtrise. Donc je me présente, Rosemarie Derrien, donc je suis actuellement conseillère de transmission à la Chambre d'agriculture de Bretagne, basée dans le Finistère, et donc je suis l'animatrice de la conférence en ligne aujourd'hui. Cette conférence est organisée par l'équipe transmission de la Chambre d'agriculture de Bretagne et nos partenaires du réseau transmission. Elle s'inscrit donc dans le cadre de la semaine de l'installation et de la transmission de Bretagne, donc du 23, donc aujourd'hui, à vendredi prochain, le 27 2020, et on vous propose 15 mini-web-conférences tout au long de la semaine, destinées en particulier aux porteurs de projets en recherche d'exploitation ou d'association et aux agriculteurs en réflexion sur leur transmission. Donc je vous invite à trouver le programme sur le site qui est indiqué sur la diapo, sur votre écran, donc à transmissionenagriculture.com. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il y aura des compléments également au niveau de la MSA. Voilà, il y aura plein de liens disponibles par ce site. Alors, lors de cette conférence, vont intervenir Sylvie Chapin, coordinatrice installation transmission au sein de la coopérative du Gouessant. Bonjour à tous. Voilà, et Anthony Fauger, qui est également à côté de moi, conseiller de transmission à la Chambre du Finistère, basée dans le Nord particulièrement. Bonjour à tous. Voilà, et nous avons à distance Valérie Lavorel, conseillère transmission à la Chambre d'agriculture, basée dans les Côtes d'Armor. Valérie, je te laisse te présenter. Oui, conseillère transmission, je m'occupe en particulier de l'Est du département des Côtes d'Armor. Et aujourd'hui, je vais être en charge de récupérer les questions que vous allez m'envoyer par SMS. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à tout, mais en tout cas, on les compile et vous ne resterez pas sans réponse. Voilà. Et merci pour info aussi, une petite précision, vous allez sans doute, avant que vous ne le demandiez, les supports PowerPoint seront mis en PDF en ligne avec les replays des interventions. Donc pas tout de suite dans la semaine, mais d'ici une semaine, ils seront en ligne en PDF. Voilà. Merci Valérie. Donc oui, alors sur votre écran, vous voyez vos réactions et questions par SMS. Donc n'hésitez pas à solliciter Valérie pour qu'elle puisse poser vos questions tout le long des périodes, pendant la webconf de questions. Donc au 06 73 21 72 97, elle attend vos questions. Alors pour commencer... Pour commencer, donc Anthony va d'abord dans un premier temps vous présenter les différents facteurs à prendre en compte pour définir une offre claire. Par la suite, donc Sylvie Chapin va vous présenter un cas concret lié à son expérience terrain et nous conclurons cette webinaire à l'issue d'une dernière séance de questions à Sylvie. Cette conférence en ligne se terminera vers 16h45. Je vais maintenant passer la parole à Anthony qui va vous présenter la première partie de notre web conférence. Alors, définir une offre claire, c'est d'abord clarifier votre ou vos objectifs de transmission. Et puis, c'est répondre aux questions suivantes. Quand je peux ou je veux transmettre, ce que je peux ou je veux transmettre, combien je peux ou je veux transmettre, et enfin, à combien je peux ou je veux transmettre. Alors, avant de détailler ces 4 questions, nous allons commencer donc par définir la notion d'objectif de transmission. Clarifier votre ou vos objectifs de transmission, c'est répondre à la question pour quel objectif je souhaite transmettre. Est-ce que c'est par exemple pour installer un jeune hors cadre familial? Est-ce que un de mes objectifs serait de louer le foncier, de garder la maison avec une partie des bâtiments, de céder à un de mes enfants, de préserver l'outil de production en place, de transmettre pour tout projet agricole, pour vendre la maison, ou bien encore transmettre au mieux le patrimoine. Les choix que vous allez faire vont impacter la manière dont vous allez définir votre offre.
Par exemple, si vous décidez de céder la maison d'habitation avec l'ensemble des bâtiments, vous pourrez proposer, entre autres, votre exploitation pour un projet d'installation sur site. En fonction de vos objectifs de transmission que vous aurez définis, vous allez pouvoir élaborer des scénarios de transmission en répondant donc aux 4 questions suivantes, à commencer par quand je peux ou je veux transmettre. Dans un projet de transmission, la première chose à faire est de se dire « je vais arrêter ». Mais c'est une décision qui n'est pas toujours facile à prendre. Certains même la vivent très mal, d'autres la repoussent jusqu'au dernier moment, ce qui peut compromettre la réussite du projet. Mais tant qu'on n'aura pas décidé d'arrêter, on aura du mal à se fixer des échéances et donc à avancer dans son projet. Pour décider d'arrêter, il faut démarrer le processus de détachement, couper le lien affectif avec l'exploitation. Et une des manières d'y arriver est de se projeter en imaginant vos activités après la transmission. Une fois qu'on a décidé d'arrêter, l'étape suivante consiste à déterminer une date d'arrêt. Il n'existe pas de date d'arrêt idéale, elle dépendra d'un certain nombre de facteurs. Elle peut être déterminée par exemple en fonction de la date de départ en retraite au taux plein, en fonction des incidences fiscales ou sociales, par exemple par rapport à la prise en compte d'éventuelles plus-values, des cotisations MSA ou bien encore de contrats de salariés, en fonction aussi de la date de clôture comptable, d'échéances d'emprunt à rembourser ou bien de travaux à prévoir. En société, il faudra tenir compte de l'avis des associés ou de la durée du préavis de départ qui peut être précisée dans le règlement intérieur de la société. Il faudra également tenir compte de la position de vos propriétaires de foncier, par exemple, et de votre famille. Voici un graphique présentant l'évolution sur 12 ans de la durée moyenne entre le début de la publication d'une offre sur le répertoire des parts installations et l'arrêt d'activité d'un exploitant. Cette durée progresse d'année en année et aujourd'hui de 2 ans en moyenne. Il faudra donc tenir compte de ce délai de 2 ans pour déterminer votre date d'arrêt si vous n'avez pas de repreneur connu. Après le quand, donc la deuxième question qu'il faut se poser pour définir une offre claire, c'est le quoi, c'est-à-dire ce que je peux ou je veux transmettre. Ce que l'on peut transmettre, ce sont des valeurs du bilan, mais ce sont aussi des éléments hors bilan et également des compétences personnelles, le savoir et le savoir-faire. Mais tout n'est pas toujours transmissible, cela dépendra du projet de votre repreneur. Votre repreneur vous succède mais ne vous remplace pas, c'est-à-dire qu'il ne fera pas forcément ce que vous faites et comment vous le faites. Donc, n'aura pas forcément besoin de l'ensemble des éléments qui composent votre outil de production, ni de l'ensemble de vos compétences. Pour répondre à la question « ce que je peux ou je veux transmettre », il faut faire la liste des biens que l'on possède et déterminer leur transmissibilité. Là où les maisons existantes sont-elles transmissibles, tout ou partie des bâtiments, le foncier, il faudra notamment connaître la position de chaque propriétaire pour savoir s'il souhaite vous suivre dans votre projet de transmission en proposant leur foncier avec le reste de l'exploitation. Le matériel, avec le droit de préférence en copropriété. Le cheptel, les stocks. S'il existe un forage, est-il situé sur du sol à reprendre? Idem pour les compteurs eau et électricité, les installations photovoltaïques. Les parts sociales que vous détenez en coopérative, CUMA, banque, GIE, maternité collective, etc. Et pour ceux qui sont en société, est-ce que vous souhaitez vendre des parts sociales ou bien des actifs après dissolution de la société? Concernant les biens immobiliers que vous détenez en propriété, il faudra vous poser un certain nombre de questions pour déterminer leur potentiel de transmission. Vérifier notamment l'origine de propriété, on a parfois des surprises. Disposer de mes actes de propriété, les récupérer chez le notaire si besoin. Si vous êtes usufruitier, du propriétaire ou en indivision, il vous faudra l'accord des autres propriétaires ou usufruitiers pour transmettre le bien. Êtes-vous bien le propriétaire du sol sur lequel vous avez construit un bâtiment? Posez-vous les questions. Concernant les biens reçus par donation, des clauses peuvent restreindre le droit de propriété. Il existe par exemple une clause d'inaliénabilité qui empêche le donataire de vendre ou de donner le bien. Existe-t-il des droits de passage sur vos biens qui peuvent être un frein à la reprise?
Il existe un certain nombre d'éléments hors bilan à tenir compte dans une transmission. Par exemple, le cadre de vie, l'environnement professionnel, présence de CUMA, LTA, coopérative. La conformité avec la réglementation, ça sera un impératif pour le repreneur d'être en conformité. Les marchés, s'ils existent, la concurrence autour de l'exploitation, les conventions et les contrats, par exemple un engagement dans une démarche qualité, ou bien dans une mesure agri-environnementale et climatique. Les aides PAC, etc. Vous pouvez également décider de transmettre vos compétences personnelles si besoin, c'est-à-dire la maîtrise de votre outil de production et de son environnement. Des compétences particulières, des techniques d'élevage, de culture, ou bien concernant un atelier de diversification, ou bien tout simplement la volonté d'accompagner le repreneur en lui proposant un parrainage. Dans la définition d'une offre claire, la troisième question à se poser est comment je peux ou je veux transmettre. Alors vous pouvez vendre des biens meubles et ou immeubles, ou bien des parts sociales de société. Et puis vous pouvez louer des bâtiments d'exploitation, des terres, ou bien une maison d'habitation. Et vous pouvez donner par succession. Vous devez clairement déterminer les conditions de reprise dans votre offre, avec quelques souplesses si besoin. Par exemple, envisager de louer tout le foncier en laissant la possibilité au repreneur d'acheter une partie du foncier autour des bâtiments, s'il le souhaite, pour d'éventuels projets d'agrandissement. Et enfin, pour qu'une offre soit complète, répondre à cette dernière question, à combien je peux ou je veux transmettre. Connaître la valeur de son entreprise, c'est la valoriser à son juste prix, ni sous-estimer ni surestimer, sachant que le prix définitif dépendra aussi de la capacité d'emprunt de votre ou de vos repreneurs. Le montant que vous proposerez est généralement issu d'une combinaison de valeurs de plusieurs évaluations, évaluation patrimoniale, comptable, et différentes évaluations économiques, par la rentabilité passée, future ou par la capacité d'emprunt par exemple. Dans la plupart des situations, il sera important de maintenir le potentiel de production de l'outil jusqu'à la transmission afin d'avoir une valeur de reprenabilité la plus intéressante possible. L'immatériel non évaluable aura une influence sur l'attractivité de votre offre et donc sur sa valeur, par exemple le lieu ou le cadre de vie, la qualité et l'évolution possible de l'outil, ou bien les réglementations. Une évaluation est avant tout un outil d'aide à la décision qui vous permettra, dans un premier temps, d'entrer en négociation avec un candidat. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste à disposition pour vos questions. Alors, merci Anthony pour cette présentation. Nous allons maintenant prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, je vous rappelle, vous pouvez envoyer vos questions au 06 73 21 72 97. Alors, je donne la parole à Valérie qui a reçu vos questions. Merci Valérie. Oui, alors nous avons donc plusieurs questions qui nous sont remontées. Notamment, à partir de quand faut-il diffuser une annonce et où est-ce qu'on la diffuse? Alors, si vous n'avez pas de repreneur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le graphique, diffuser une annonce, c'est bien de le faire 2 ans avant la réactivité. Voilà, et vous pouvez la passer. Alors vous pouvez la passer sur des journaux professionnels. Vous pouvez également utiliser le site répertoire-installation.com de la Chambre d'agriculture et puis la passer chez tous vos partenaires qui vous suivent dans votre projet. D'accord. Une autre question, Valérie, si tu... Oui. Alors, alors c'est un peu différent. Faut-il communiquer largement sur son annonce? Alors, sous-entendu, je n'ai pas envie que mes propriétaires et mes voisins le sachent. Donc, comment gérer ça entre la communication tous azimuts et puis le fait on a envie que ça reste confidentiel?
Alors, si vous voulez trouver des candidats, des repreneurs extérieurs, il faudra bien communiquer. Communiquer vis-à-vis des propriétaires, c'est même essentiel dès le départ pour pouvoir avoir leur accord. Sans leur accord, vous ne pourrez pas proposer leur foncier ou leur bâtiment, s'ils sont propriétaires de bâtiment, dans votre offre. Et les voisins, il faut également les informer puisque ce sont les premiers, on va dire, concernés par votre projet de transmission. Encore une fois, il faut communiquer le plus largement possible si vous voulez avoir des candidatures. L'objectif étant d'en avoir un maximum sur une période assez courte pour que vous puissiez avoir le choix si possible. Merci Anthony. Okay. Il y a possibilité encore, Valérie, de poser quelques questions, donc n'hésite pas si... J'en ai une aussi, un cas concret. Mon sol sous-bâti est en indivision avec mes frères et sœurs. Doivent-ils être au courant que je souhaite transmettre? Est-ce que je dois avoir leur accord? Alors, il faut absolument avoir leur accord, puisque le bien est en indivision, donc il faut avoir l'accord de tous les indivisaires pour pouvoir transmettre ce bien-là. D'accord. Ok, merci Valérie. Voilà. Alors, pour cette dernière précision, alors nous allons maintenant passer la parole à Sylvie Chapin, donc concernant la deuxième partie de cette conférence, qui va nous présenter donc un cas concret lié à son expérience terrain et nous amener la réflexion à mettre en œuvre pour élaborer en fait une offre claire. Alors Sylvie, nous t'écoutons. Voilà, donc nous allons dans cette partie illustrer les conseils qu'Anthony a donnés sur l'exemple d'un cas concret d'un élevage de porcs. Pour l'exemple, nous avons retenu un site d'élevage simple, représentatif des cas de figure que l'on peut rencontrer les uns et les autres sur le terrain. Il s'agit d'un site naisseur-engraisseur partiel avec 40 hectares de terre. Donc une partie du foncier appartient au cédant, le reste appartient à plusieurs propriétaires. On observe sur cette vue aérienne les tiers, les deux maisons qui sont les plus proches de la route, la maison d'habitation du cédant, une autre maison d'habitation qui appartient au cédant mais qu'il met en location, des hangars qu'il souhaite conserver une fois la transmission faite. Et puis on aperçoit aussi donc les différentes porcheries. Voilà. Alors, je vous propose deux outils que j'ai l'habitude d'utiliser et qui peuvent vous aider à clarifier votre offre. Tout d'abord, une carte mentale qui peut servir de carte d'identité de l'élevage. Et deuxièmement, un calendrier prévisionnel qui sert à se projeter dans le temps, en fait, pour planifier les différentes étapes entre le cédant et le repreneur. Commençons par la carte mentale. Donc c'est un bien grand mot, c'est un simple schéma qui permet de passer en revue les différents items qui se rapportent à l'élevage. On essaye ainsi de balayer la totalité des thèmes qui vont permettre de clarifier l'offre. Et donc par la suite, nous allons traiter les différents items dans le sens des aiguilles d'une montre. L'objectif étant pour vous, cédants, de faire apparaître à la fois les atouts et les faiblesses de votre élevage, et une partie de l'exercice consiste aussi à se mettre dans la tête d'un repreneur et de se demander quelles sont les questions qu'il pourrait se poser. Commençons par l'environnement général du site, donc les bâtiments, les annexes, les accès. Donc dans le cas présent, la maison d'habitation, la maison qui est en location et le hangar doivent rester au propriétaire parce que au cédant, c'est le choix qu'il a fait. La porcherie sera donc mise en vente et on voit apparaître assez rapidement la question de la délimitation du terrain qui pourra être mis en vente, ainsi que la question des accès. Si le repreneur souhaite être indépendant, il devra par la suite réfléchir à un nouvel accès. L'accès actuel, c'est celui qui est en jaune, et l'accès hypothétique qui pourrait être fait, c'est celui qui figure en rouge sur la photographie que vous voyez à l'écran.
Ensuite, on ne va pas tout de suite rentrer dans les détails techniques de l'élevage parce qu'un repreneur potentiel va vouloir découvrir le lieu. Il va donc en général commencer par analyser l'environnement général du site. Il souhaitera par exemple vérifier qu'on est bien à distance des maisons d'habitation, des tiers, des cours d'eau, etc. Il faudra aussi être vigilant pour lui préciser s'il y a des particularités sur le site comme des zones naturelles, des monuments historiques qui pourraient impacter en fait d'éventuelles constructions. Et il est important de bien apporter tous ces éléments au repreneur de manière à ce qu'il n'y ait pas des points qui soient découverts en cours de route lors de la transmission qui pourraient derrière modifier la décision du repreneur ou rajouter des longueurs alors que ça aurait pu être anticipé. À ce stade, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le cadre de vie environnant avec les services présents, les écoles, notamment dans le cas où le repreneur ne connaît pas le secteur. Vous pouvez aussi, en tant que cédant, réunir différents éléments pour faciliter la compréhension de vos bâtiments d'élevage. Donc là, on zoome sur l'élevage, on commence à rentrer dans le détail. Donc tout ce qui est en fait plan d'élevage permettant de faire figurer les différents réseaux, les circuits de distribution de l'aliments, tout ce qui peut permettre aux repreneurs de comprendre comment l'élevage fonctionne, permettra en fait de clarifier votre offre. Si on s'intéresse aux terres, en fait, on peut faire le même exercice. Le plus simple est sans doute de pouvoir présenter une carte de localisation des différents îlots, de pouvoir indiquer quels sont les accès aux différentes parcelles, quels sont les statuts des différentes parcelles, quels sont les propriétaires, quitte à aller vérifier en fait sur le cadastre en mairie quand on a un doute. Parfois, on a toujours affaire à une seule personne, mais en fait, c'est pas forcément le propriétaire officiel. Les bilans comptables et les bilans fourragers dans le cas d'ateliers laitiers, on fait une petite aparté, peuvent aussi aider à objectiver les potentiels de terre en matière de rendement. Autre conseil, ne pas oublier de préciser si les terres font l'objet d'engagements particuliers, par exemple des MAE, ou ça pourrait aussi être des terres qui sont dans un périmètre de protection, de captage d'eau potable. Pensez aussi à préciser aux repreneurs peut-être les particularités, s'il y a des choses au niveau de la PAC, etc. On continue donc la progression sur notre schéma et donc on va s'intéresser au réseau EDF et eau. C'est des situations assez redondantes dans les cas de reprise. Ici, donc, comme on va avoir une exploitation qui va être scindée de tout ce qui restera en propriété du cédant, on remarque que le forage et le compteur EDF restent aujourd'hui sur le lot que le cédant gardera. Donc, il faudra que le repreneur prévoie un raccordement et pour l'eau et pour le réseau EDF. Ce genre de situation conduit aussi à une réflexion sur la délimitation du terrain. Nous en arrivons au point suivant, la gestion des effluents, tout ce qui est installation classée et autorisation d'exploiter. L'acte ICPE, donc installation classée, c'est en quelque sorte le permis de conduire de l'élevage. Le repreneur doit donc disposer des documents clairs pour s'assurer de la capacité de production de l'outil qu'il va reprendre. Donc c'est à vous de lui amener le maximum d'éléments pour toujours clarifier l'offre que vous faites. Les documents à présenter sont les différents dossiers installation classés, les actes installation classés qui en découlent, donc ça peut être des récépissés de déclaration, des arrêtés d'enregistrement. Et petite parenthèse, attention si possible à bien être à jour sur les différents contrôles ou les mises en demeure pour ne pas jeter le discrédit en fait sur la situation de l'élevage. Donc mieux vaut avoir réglé ces questions en amont de la reprise.
Comment ça se passe pour le plan d'épandage, pour le stockage? Ce sont des questions récurrentes chez les repreneurs qui vont aussi influer, alors peut-être en moindre importance, mais ça a quand même ces questions-là une influence sur la valeur des outils. La question de l'étanchéité des ouvrages de stockage a pris de l'ampleur depuis 2 ans, notamment à certains problèmes apparus sur des bâtiments ou des ouvrages vieillissants. Il n'est pas forcément nécessaire de tout remettre à jour avant la reprise, car si le repreneur veut faire évoluer les choses, en fait, on risque peut-être d'avoir fait des dossiers, etc., qui ne restent pas utiles pour le repreneur. Par contre, on doit être vigilant sur le fait d'apporter des éléments clairs pour savoir qu'est-ce qui est entièrement conforme, qu'est-ce qui l'est moins, comment on peut rendre en fait par exemple les capacités de stockage conformes si ça ne l'est pas. L'important en fait, une autre manière de le dire, c'est d'être transparent sur la situation. Dernier point que nous aborderons ici, c'est la biosécurité. Il est intéressant de pouvoir restituer au potentiel repreneur le diagnostic sécurité afin qu'il puisse inclure, le cas échéant, les aménagements ou les travaux à effectuer dans son projet. L'idéal est de pouvoir présenter un diagnostic et puis pourquoi pas les plans qui auront pu être réalisés lors des formations biosécurité. Les autres points sont tout aussi importants et intéressants, mais peut-être plus difficiles à généraliser dans une webconférence telle que celle-ci. Il s'agit des contrats en cours, Anthony en a parlé tout à l'heure, des aspects de main-d'œuvre, de l'amiante, des performances technico-économiques. En ce qui concerne l'énergie, on le redit, une attention particulière doit être portée aux panneaux photovoltaïques, à la méthanisation, afin de voir dans quel schéma ces investissements peuvent être transmis et penser à prévoir dans les différents contrats que vous êtes amenés à signer les clauses de transmission. Donc voilà, le principe de ce schéma en fait reste toujours le même. À vous de jouer en déclinant pour chaque domaine les atouts et les faiblesses de l'outil. Aucun site n'est parfait. L'important quand vous faites face à une critique est de pouvoir rebondir sur autre chose et de ne pas rester bloqué en fait sur le point noir en question. Donc cet outil est idéal pour garder un œil objectif. Voilà le second outil, ce sera beaucoup plus rapide, c'est un calendrier, il fonctionne sur le principe très basique de qui fait quoi et quand. Il a vocation à être utilisé à la fois par le cédant et par le repreneur. Chacun peut y reporter ce qu'il a fait, ce qu'il a à faire et mettre en évidence les dates clés, les dates butoirs de manière à voir si un terrain d'entente peut être trouvé par rapport aux impératifs de chacun. On le remplit en général au fur et à mesure avec les différents interlocuteurs de l'installation ou transmission et ça permet de s'assurer assez en amont du projet que les souhaits de chacun sont réalistes et compatibles. Et si ce n'est pas le cas, de revoir les programmes de chacun. Mon exposé prend fin, je vous remercie de votre attention, j'espère avoir pu vous aider à préparer votre transmission. Et donc, j'attends vos questions. Oui, merci Sylvie. Alors, c'est vrai qu'un cas terrain est quand même très intéressant à exposer, donc merci beaucoup. Oui, nous allons maintenant répondre à vos questions. Alors Valérie, nous avons quand même du temps pour les questions, donc si tu en as reçu, on est preneur pour Sylvie. Oui, alors, une première question. Faut-il remettre à jour systématiquement le dossier installation classée avant de transmettre ? Je dirais que ce n'est pas forcément nécessaire. L'idéal, c'est de savoir un peu quel est le projet de reprise envisagé par le repreneur. Si tout change, par exemple, remettre à jour le dossier installation classée n'est peut-être pas pertinent. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'important c'est surtout de pouvoir clarifier où on en est dans ces démarches installation classée, comment fonctionne le plan d'épandage actuellement.
Et ensuite, en fait, si on est proche de la reprise, mieux vaut faire le point avec le repreneur pour voir si ça vaut le coup de déclencher un dossier installation classée ou pas. Peut-être que lui préférera le faire lui-même. Au passage, on remarque quand même que des fois, c'est quelque chose aussi qui vient dans la négociation entre le cédant et le repreneur parce que les démarches n'ont pas été faites. Ça, c'est dans le cas d'une reprise en l'état. Voilà. D'autres questions alors On a une autre question. Combien de temps est valable un dossier installation classée quand les bâtiments sont vides après derrière? C'était 2 ans avant et c'est passé maintenant à 3 ans. Alors j'ai une autre question. Je ne sais pas qui va pouvoir y répondre. Comment évaluer un atelier de transformation à la ferme, l'apport technologique, la clientèle? Alors, je veux bien avoir la question une seconde fois. J'ai pas tout. Comment tout évaluer? Désolée. Comment évaluer un atelier de transformation à la ferme, l'apport technologique, la clientèle? Ah, c'est plus. Déjà, pour le faire, il faut qu'on soit dans un schéma de reprise où le repreneur va lui-même, en fait, reconduire l'activité. Ensuite, je pense qu'on va se rapprocher plus d'une démarche comme pour un commerce. Donc c'est vrai que tout ce qui est clientèle, s'il y a déjà une clientèle fixe qui peut être présente à l'avenir, ce sont des choses qui se chiffrent mais par des experts en fait. Oui, alors j'ai une autre question. Comment procéder lors d'une reprise dans le cas de panneaux photovoltaïques? C'est du cas par cas. Donc là encore, le seul conseil judicieux que l'on peut donner, c'est de se rapprocher d'un juriste. En plus, la situation est différente en fonction du statut du bâtiment sur lequel sont posés les panneaux. Ce que le cédant doit déterminer, c'est ce qu'il souhaite à l'avenir rester propriétaire de l'installation ou la céder, ou parfois c'est rester Parfois, il peut souhaiter rester propriétaire des panneaux et mettre le hangar à disposition. Il n'y a pas une manière uniforme de traiter les différentes situations. Ça dépend aussi des contrats qui ont été signés avec l'installateur. Donc, se rapprocher de juristes, en fait. Mm-hmm. Merci Sylvie. Valérie, alors on peut prendre le temps s'il te reste peut-être une question où on a répondu globalement ou il y a possibilité de répondre à une dernière? S'il y a un peu de temps, j'ai encore des questions. Alors vas-y, je t'en prie. Quels sont les documents à réunir avant de recevoir un repreneur potentiel? On peut le faire à 2 voix, mais il y aura les plans de bâtiment, une carte de localisation du site. Un plan de masse, les plans de détail des différents ouvrages, tout ce qui est RPG quoi, au niveau de la PAC. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est autorisation d'exploiter, installation classée, les bilans comptables ou documents technico-économiques type GTE, G3T. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'avoir un descriptif de l'outil de production à remettre donc à la personne qui visite, voilà, pour qu'il puisse avoir des informations par la suite. Et des estimations, s'il y en a qui ont été faites, forcément, voilà.
les différentes estimations, des devis parfois, s'il y a eu des travaux d'envisager et que des devis et des travaux étaient planifiés, qu'ils ont été chiffrés, peut-être pas faits, ça peut faire gagner du temps aux repreneurs. On a répondu à la question? Oui, bah, il y a des auditeurs, hein, donc ils reposeront des questions le cas échéant. Il y a encore le temps pour une question ou pas? Oui, vas-y Valérie, je t'en prie. Allez, une dernière peut-être. Est-ce que la présence sur site d'une maison d'habitation constitue un atout? Voilà, est-ce qu'il faut avoir, est-ce qu'on doit être fixé sur la maison quand on fait visiter ou pas? Bah déjà, ça sera au cédant hein, de savoir s'il veut la transmettre ou pas, cette maison-là. Et après, s'il décide de la transmettre, eh bien, il pourra ouvrir la porte au candidat qui souhaite une maison d'habitation, tout simplement. Ça peut être un atout comme une faiblesse, ça dépend des cas. C'est un atout si c'est quelqu'un qui veut s'installer sur un site et qui n'a pas déjà une maison d'habitation. Donc cette personne-là sera prête et contente d'avoir une maison d'habitation à racheter. À l'inverse, si la personne est sur le canton ou sur la commune et que c'était une recherche de site d'élevage, devoir reprendre la maison avec, c'est plutôt un inconvénient. Après, il y aura la proximité hein, par rapport au bâtiment d'élevage hein, qui pourra aussi être pris en compte hein, dans la décision du cédant. Hein. Plus elle est proche des bâtiments, plus ça sera compliqué de la conserver parce que de toute façon, le cédant ne pourra pas la valoriser autrement. Merci Anthony et Sylvie. Alors on espère avoir bien répondu aux interrogations, Valérie, et aux participants. On l'espère. Le temps imparti pour notre web conférence en ligne est presque écoulé. Vous pouvez trouver toutes les informations liées à notre webconférence sur notre site hein, qui est indiqué transmissionenagriculture.com. Il y a même un numéro hein, pour pouvoir vous renseigner. Surtout s'il y a des interrogations ou des choses qui restent en suspens, je vous invite vraiment à prendre contact avec nous par le biais de ce numéro. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et puis au nom de toute l'équipe qui a organisé cette conférence, je tenais à vous remercier de votre écoute et de votre participation. Je remercie l'équipe et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Merci, bonne fin de journée.